Dans son regard, autant d'incrédulité que de joie. Khaled Rareni, correspondant de TV5 Monde en Algérie, est libre après 11 mois passés derrière les barreaux. Je veux juste remercier tous ceux qui se sont solidarisés avec moi, qui m'ont soutenu. Comme lui, des dizaines de prisonniers politiques ont retrouvé la liberté ce week-end. Une grâce présidentielle à laquelle s'ajoutent d'autres mesures annoncées en grande pompe par Abdelmajid Tebboune en personne. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale populaire pour appeler à des élections qui soient affranchies de l'argent, qu'ils viennent de la corruption ou non. Des mesures qui coïncident avec les 2 ans du Hirak, du nom de cette révolte populaire qui avait mis un coup d'arrêt à la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Grisés par leur victoire, les manifestants avaient ensuite demandé la chute du régime tout entier. Mais la Covid-19 siffle la fin de la récréation. Déçus, mais pas défaits, les Algériens ont continué de faire entendre leur voix pendant la pandémie, avec humour pour certains. Bon, on ne peut pas faire le Hirak à cause de ce virus qui fait des ravages. Alors j'ai décidé de faire mon Hirak chez moi, à huis clos. La semaine dernière, à Kherata, en Kabylie, berceau du Hirak, des milliers d'Algériens ont même bravé l'interdiction de manifester. Même scène aujourd'hui à Alger. Masqués, mais déterminés, les partisans du Hirak semblent faire leur grand retour. Alors, les annonces du président algérien suffiront-elles à calmer la contestation? S'agit-il d'une opération séduction ou peut-on y voir une réelle volonté de changement? Une deuxième vague du Hirak est-elle envisageable? 2 invités pour en parler. Jean-Pierre Filiu, historien, professeur des universités à Sciences Po. Votre dernier essai, Jean-Pierre, Algérie, la nouvelle indépendance, est paru aux éditions du Seuil dans la collection Point. Et puis il y a eu une réédition, je crois. Selon vous, Jean-Pierre Filiu, seul un authentique dialogue avec la contestation en vue d'une véritable transition démocratique pourra sortir l'Algérie de l'incertitude actuelle. À côté de vous, Neila Latrousse, bonsoir. Vous êtes journaliste franco-algérienne à Radio France et vous estimez qu'il ne s'est rien passé, la situation est la même qu'avant le début du soulèvement, donc en 2019. L'Irak demandait des nouveaux hommes au pouvoir, or ce sont toujours les mêmes, toujours la même caste, un mimétisme qui va jusqu'au ridicule. Nous démarrons ce débat avec une question d'un de nos internautes, Nadia. Oui, une question de bulletin de santé. Je vous lis la question du téléspectateur. Il voudrait savoir si Abdelmajid Tebboune est physiquement capable de tenir son poste. Neila Latrousse, le président algérien sera resté 96 jours en Allemagne pour soigner sa contamination au Covid et les complications. C'est plus que son prédécesseur. C'est quasiment une tradition en fait, pour les chefs d'État algériens de se faire soigner dans d'autres pays. Comment est-ce que c'est reçu par la population, en particulier pendant la crise sanitaire? Quand je disais le mimétisme jusqu'au ridicule, là, c'est l'un des exemples criants avec un argument qui avait été avancé par le gouvernement qui était de dire oui mais attendez, c'est très différent parce qu'il n'est pas allé en France, contrairement à Abdelaziz Bouteflika, mais il est allé en Allemagne, donc d'où le jusqu'au ridicule. Ce qui est très curieux, c'est que alors il n'y a pas de questionnement sur son état de santé mentale comme Abdelaziz Bouteflika où on se demandait s'il était conscient ou pas conscient. Il y a un questionnement sur son état de santé physique, puisqu'effectivement, il a passé plus de temps à l'étranger que son prédécesseur. Mais là où il y a des interrogations qui peuvent être levées, c'est lors de son retour en Allemagne pour poursuivre son protocole de soins. Très opaque. Ouais. Il avait, par exemple, dans le salon d'honneur de l'aéroport, expliqué que le gouvernement, ça n'allait pas. Il avait utilisé une expression, oui, bon, il y a à dire sur le gouvernement devant l'état-major des armées. Donc, beaucoup s'attendaient à ce que le remaniement qui soit annoncé à la suite soit très conséquent. Et puis, on assiste plutôt à un remaniement technique, à un ajustement. Pas de changement de Premier ministre et les grands ministères de souveraineté restent aux mains des mêmes personnes. Alors, le chiffre du jour concerne une libération de prisonniers politiques. Oui, c'est 38. Le président algérien a libéré 38 détenus d'opinion depuis vendredi. C'est un geste d'apaisement qu'il avait annoncé à l'adresse du mouvement de contestation Irak. Jean-Pierre Filiu, ces 38 libérés, est-ce qu'ils sont graciés ? Est-ce qu'ils vont avoir un procès ? Est-ce qu'ils sont en liberté surveillée ? On n'en sait rien. C'est le geste du sultan. C'est aussi arbitraire que les détentions qui avaient précédé. Alors ce qu'on voit à peu près, vu qu'en 38, on sait que ça fait à peu près la moitié, sans doute un peu moins de la moitié des détenus d'opinion. Donc on n'est pas du tout dans le geste qui aurait été un vrai geste généreux, qui est celui de gracier l'ensemble des détenus d'opinion.
pour éviter, par exemple, que les familles n'attendent pendant de longues heures, parfois durant la nuit, devant la porte de la prison, en espérant, en ne sachant pas si leur proche sera ou non libéré. Donc, soyons clairs, il est évident que c'est une excellente nouvelle que toutes ces personnes qui ont été embastillées soient enfin libérées. Mais cela dit, aujourd'hui, il y a des arrestations et peut-être qu'un certain nombre de personnes qui ont été libérées ces derniers jours, ces dernières heures, risquent de retourner. Ça avait été le cas au début de la présidence Tebboune, où il avait fait des gestes de clémence, où il avait un peu repris de la main gauche ce qu'il avait donné de la main droite. On peut rappeler le parcours de ce président Tebboune. Il a été ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Enfin, qui est-il ? Il a été ministre pendant des années au logement. Il fait partie de la caste. Il fait partie, on peut dire, complètement de la caste. Il est issu du FLN, donc c'est pas non plus une rupture politique. Il vient pas de rangs politiques différents. Il s'est occupé du ministère de l'Habitat pendant, de mémoire, je crois, 12 ou 13 ans, qui est un ministère très stratégique en Algérie, puisque il y a une grosse crise du logement et que des logements sociaux ou à loyer modéré, ou en tout cas qu'on peut acheter pour pas cher, sont proposés aux Algériens, et que beaucoup pensent d'ailleurs que s'ils votent bien, s'ils font bien leur service militaire, s'ils sont du bon côté, s'ils ont leur carte du FLN, alors ils auront accès à ces logements. Il y a eu une gabegie pendant ces années-là incroyable au logement. C'est l'un des seuls ministères sur lesquels des enquêtes n'ont pas été ouvertes, par exemple, alors que la masse d'argent qui a été brassée par les constructeurs et les géants du BTP est assez énorme. Et donc c'est pour ça que voilà, du coup, les Algériens ne considèrent pas non plus que c'est une rupture ou qu'ils aient obtenu vraiment un renouveau du système ou un changement de système à l'issue de l'élection de 2019. Alors vous disiez, le remaniement est technique plutôt que spectaculaire. Il y a eu cette libération et puis il y a eu la dissolution du Parlement. Alors Jean-Pierre Philu, quand est-ce que les élections vont avoir lieu et est-ce qu'il y a une opposition organisée, structurée qui peut prétendre y faire quelque chose? Oui, alors déjà, cette Assemblée nationale, de toute façon, son mandat venait à expiration en 2022. Donc, on raccourcit un peu le mandat, mais là encore un geste de communication. En fait, un geste de replâtrage. Il faut voir que depuis que Tebboune a été très mal élu, quand même, avec seulement 40% de participation, même s'il a été élu au premier tour en décembre 2019, eh bien, il ne fait qu'essayer de renflouer le système en place. Alors que le Hirak, dans cette contestation pacifique extraordinaire, pendant plus d'une année avant que la pandémie interrompe les manifestations, eh bien, exigeait une transition démocratique de manière très simple, très responsable, très citoyenne. Donc, au lieu d'aller dans ce sens-là, il a tenté un référendum constitutionnel, ça a complètement échoué. C'était le 1er novembre dernier, on avait quand même choisi une date très forte. Il était en Allemagne à ce moment-là pour se faire soigner déjà, donc c'est vrai que du coup le symbole était un peu... Le symbole n'était pas... Bon, mais pour mettre toutes les chances de son côté, quelques jours avant le référendum, il avait inauguré la grande mosquée d'Alger, qui est quand même vraiment un éléphant blanc, le symbole de la gabegie du régime. On ne sait combien de milliards gaspillés pour avoir enfin un minaret plus haut que celui du minaret de la Mecque, de Casablanca. C'est vers cela que les dirigeants algériens se tournent pour s'évaluer. Et donc, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Un remaniement, alors une instance d'un remaniement, on se rend compte qu'en fait, rien ne change, qu'on a même deux proches de Bouteflika qui sont réintégrés, recyclés. Cette élection parlementaire, si elle se déroule dans les mêmes conditions, eh bien, le seul indicateur politique significatif, ce sera la participation, et risque d'être outrageusement faible. Je rappelle que le référendum constitutionnel, c'était 23% de participation selon les chiffres officiels. Donc, les Algériens votent avec les pieds et ils boycottent ces scrutins qui n'ont plus aucun sens. Eh bien, vous évoquiez l'abstention énorme lorsqu'il a été élu, 40% seulement de participation. Avec l'archive de ce soir, retour sur des élections législatives de 2002 marquées par une énorme abstention et une Kabylie plus qu'hostile au pouvoir central de Bouteflika à l'époque. Regardez. L'Algérie attend de connaître le nouveau gouvernement sans se faire beaucoup d'illusions. Les jeunes sont peut-être les plus sceptiques. Ce Parlement renouvelé à 90% qui vient de remettre en selle le FLN, saura-t-il répondre à leur aspiration ? 55% de la population a moins de 20 ans.
Tous les jeunes sont au chômage. Pour vivre, on est obligé de vendre des cigarettes ou de voler. Cette fois, il faut qu'ils tiennent leurs promesses. Le ministre de l'Intérieur est satisfait. Personne ne parlera cette fois de fraude massive. Quant au faible taux de participation, la faute en revient à la Kabylie qui a boudé les urnes. Sur le terrain, personne ne sait comment la situation va évoluer. Les manifestants sont déterminés. La tension toujours aussi forte. Naïla Latrousse, c'était il y a 20 ans. Le président Tebboune dit maintenant qu'il veut ouvrir les portes à la jeunesse, mais la jeunesse algérienne est toujours dans la même situation, le taux de chômage est le même. Le taux de chômage est difficile à évaluer parce que c'est vrai que pour le coup, tout ce qui est chiffres en fait en Algérie, moi j'ai le souvenir de ce ministre qui me disait, mais véridique, qui me disait mes services me font remonter des chiffres, ils s'améliorent constamment et sur le terrain je le vois pas. Quand je leur demande pourquoi, ils me disent c'est pour me faire plaisir. Donc les ministres eux-mêmes reconnaissent qu'en réalité... En 2018, les 15-24 ans, 28% au chômage. Officiellement, sauf qu'en réalité on n'en sait absolument rien. Et entre-temps, il y a eu le Covid, la crise sanitaire, donc on peut imaginer que c'est pire. Moi je peux vous dire qu'on ne peut absolument pas se fier aux chiffres du chômage tel qu'annoncé par le gouvernement, parce que, pour aller très simple, il y a une agence qui s'en occupe, qui est l'équivalent de Pôle emploi, mais les jeunes qui travaillent dans l'informel ne s'inscrivent pas forcément dans le Pôle emploi algérien. Donc en réalité, il y en a tout un tas qui travaillent dans l'informel, qui peuvent être déclarés ou pas. C'est par exemple, ils travaillent dans une pizzeria, ils sont chauffeurs de taxi, et puis ils ne déclarent pas forcément qu'ils ont un emploi. Oui, absolument, ça, ils travaillent en parallèle, et donc ça précarise totalement. En ouvrir réalité, les portes à la jeunesse, c'est une formule, c'est un vœu pieux, quoi. Il n'y a pas de... Il y a des tentatives qui ont été faites. Le problème d'ouvrir les portes à la jeunesse, c'est que ça a toujours été considéré par le régime algérien comme leur distribuer une partie de la rente. Donc il y a des aides pour les jeunes qui ont été accordées. On vous donne un prêt à taux zéro et puis montez votre projet, mais ça n'a jamais été considéré comme les inclure dans un processus politique, culturel, leur laisser la possibilité de prendre des initiatives. Et c'est bien ce qu'on voit politiquement. C'est qu'en réalité, les jeunes sont dans la rue, les jeunes ne vont pas forcément voter. On ne les voit pas non plus s'engager dans des partis politiques qui aujourd'hui ressemblent à des coquilles vides. On ne les voit pas au gouvernement, on ne les voit pas au Parlement. Et pourtant, cette jeunesse, elle existe et on la voit dans la rue. Jean-Pierre Filiu, pendant 3 mois, Tebboune était absent. Qui gouverne l'Algérie quand il n'est pas là? Et peut-être quand il est là, d'ailleurs. Oui, effectivement, c'est ça la vraie question. Les militaires? Donc c'est ce qu'on appelle pudiquement les décideurs. Alors les décideurs, c'est un terme qui est un peu fourre-tout, mais on voit bien que le cœur des décideurs, c'est la haute hiérarchie militaire. Donc c'est aujourd'hui le chef d'état-major des armées, Saïd Chengriha. Et c'est toute une série de partenaires d'affaires ou politiques qui sont liés. Et donc, pendant qu'on continuait de s'acharner sur les militants pacifiques du Hirak, qui sont arrivés à une grande décision, c'est de finalement amnistier les généraux qui avaient été condamnés en 2019, quand le régime voulait montrer qu'il avait rompu avec les pratiques du passé et mis les généraux médiennes, Tartak, donc les chefs de la sécurité militaire qui étaient jusque-là intouchables, en jugement. Eh bien, ils ont été graciés, ce qui veut dire qu'en fond, les décideurs, c'est comme ce qui s'est passé avant le 5e mandat. Les décideurs mettent beaucoup de temps à avoir un consensus entre eux. Tebboune en est la figure de proue, celui qui exprime le résultat de ce consensus, et il ne peut même pas faire un remaniement digne de ce nom, il ne peut même pas renvoyer le Premier ministre, il ne peut même pas toucher aux différents ministères régaliens. Alors revenons à ce mouvement, à ce soulèvement populaire. Est-il terminé ou non? Faites-nous écouter quelqu'un. 2 ans après le mouvement qui avait commencé en Kabylie, le 16 février, les manifestants sont redescendus dans la rue et déterminés à ressusciter le mouvement. On écoute Nassima, une manifestante. Nous sommes venus pour relancer le Hirak. Il s'est arrêté à cause de la pandémie. Ce n'est pas eux qui nous ont arrêtés. Nous sommes arrêtés parce que nous nous soucions de notre peuple et nous ne voulons pas leur faire de mal. Aujourd'hui, le coronavirus est terminé et nous allons récupérer le Hirak et récupérer notre Algérie qu'ils nous ont volée. Naïla Latrousse, dans ces images où les gens sont peu masqués, Nassima, la manifestante, dit le coronavirus est terminé. Quel effet, alors je ne sais pas s'il est terminé en Algérie, mais quel effet il a eu sur ce mouvement? Est-ce que c'est lui qui a permis de l'éteindre, ou en tout cas de le mettre en sommeil? Oui, clairement. C'est-à-dire qu'au mois de mars dernier, lorsque les frontières ont été fermées et qu'il a commencé à avoir une panique à l'échelle mondiale sur ce virus qu'il allait apporter, etc., il y a une décision qui a été prise par les manifestants qui est de dire on fait le pari de la responsabilité, on s'arrête le temps de l'épidémie.
pandémie et puis on reprendra plus tard, en n'imaginant évidemment pas que la pandémie allait durer un an, voire un peu plus. Pendant un an, les frontières étant fermées, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu en fait un nettoyage à huis clos, on peut le dire comme ça. Tout militant qui mettait un statut Facebook, un tweet, qui s'exprimait un peu trop violemment, pas dans un café, mais dans l'espace public, était soit convoqué, soit voyait un de ses frères, un de ses parents convoqué pour des affaires diverses et variées, soit aller en prison. C'est le cas de Khaled Drarni lorsqu'il a été arrêté. Et donc, de fait, la pandémie et la fermeture des frontières a servi aussi à terroriser une partie de la population en disant maintenant on est entre nous et vous n'avez aucun échappatoire, donc vous ne marcherez plus et maintenant c'est fini. Cela dit, aujourd'hui ça a marché, mais le régime est là-dessus dans une petite difficulté, c'est qu'ils ont essayé de récupérer ce mouvement du 22 février en l'inscrivant dans le préambule de la nouvelle constitution, en l'appelant le Irak béni qui a permis de bâtir une Algérie nouvelle. C'est les éléments de langage du régime aujourd'hui. Donc effectivement, il est difficile pour eux aujourd'hui de réprimer une manifestation ou un mouvement dont ils saluent par ailleurs les vertus. Alors, comme dirait Jean-Pierre Filu, la crise politique est la mère de toutes les crises, crise économique et sociale. Est-ce que ça explique une immigration illégale qui redémarre à la hausse? Qui repart de plus belle, oui. Effectivement, on voit que les chiffres et les courbes sont intéressants à observer. Dans les premiers temps du Irak, on avait enregistré un déclin assez significatif de cette immigration clandestine, de ce qu'on appelle les haragas. Aujourd'hui, ces chiffres repartent à la hausse. Donc, sur Internet, par exemple, on trouve de plus en plus de vidéos de ces jeunes qui se filment sur des embarcations de plus en plus rapides aussi, d'ailleurs, et qui chantent « Partons tous » en réponse au chant phare du Hirak qui, lui, disait qu'ils partent tous, un signe de ras-le-bol et de désillusion. Ces embarcations, elles se dirigent évidemment vers l'Espagne, chemin le plus court vers l'Europe. Les chiffres sont absolument inouïs. En septembre 2020, l'immigration irrégulière algérienne en Espagne avait augmenté de 606% au total par rapport au début de l'année. Au total, en 2020, donc, sur les 41 000 migrants arrivés en Espagne, 11 200 étaient de nationalité algérienne. Ils ont dépassé donc les chiffres de l'immigration marocaine. Évidemment aussi, tous ne parviennent pas à arriver jusqu'aux côtes. L'ONG espagnole qui s'appelle Caminando Fronteras a publié un rapport annuel qui révèle que l'an dernier, au moins 231 migrants algériens ont trouvé la mort en mer. Si on ajoute les disparus, ceux qui sont détenus illégalement en Tunisie, par exemple, le bilan serait plus lourd. On a vu donc les ministres espagnols des Affaires étrangères et de l'Intérieur s'en plaindre et s'en émouvoir auprès de leurs homologues algériens, alors qu'il faut préciser que l'Espagne, c'est pas franchement la destination finale de ces jeunes, notamment. L'immense majorité, Jean-Pierre Filu, veut venir en France. Comment est-ce que la France, justement, réagit à cette pression migratoire et à son lien direct avec l'impasse politique dans laquelle se trouve je crois que pour l'instant, personne ne fait à haut niveau en France ce lien direct qui pourtant saute aux yeux. Et que donc on a l'impression, quelques points de... voilà, on ferme quelques cols dans les Pyrénées orientales en disant que c'est à cause des clandestins. On sait que la grande majorité des clandestins sont des Algériens arrivés en Espagne pour qui l'Espagne n'est qu'une étape vers la France, mais à aucun moment ça n'affecte même la perception de ce qu'est une forme de stabilité en Algérie, parce que voilà, alors il y a soi-disant les réalistes qui disent la stabilité c'est quand même mieux que l'instabilité, voilà, c'est très 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 sophistiqué, et donc la stabilité c'est le soutien au pouvoir en face. Mais on voit bien que ce pouvoir-là, au fond, c'est une espèce de centrifugeuse à émigrer illégaux depuis l'Algérie, donc à immigrer clandestins vers l'Europe, et il me semble qu'il ne serait que temps que cette réalité évidente, vous vous rappelez des chiffres qui sont accablants, soit prise en compte dans le processus de décision par rapport à l'Algérie. Diplomatiquement, Macron et le président Tebboune se sont parlé samedi. Naïla Latrousse, ça veut dire quoi? Ils ont parlé de booster une coopération. Qui est un terme qui revient régulièrement. Et François Hollande voulait aussi avoir une relation plus dense. Il y avait la fameuse relation d'amitié de Chirac. Concrètement, c'est se payer de mots. Enfin, on va se le dire concrètement. Moi, l'impression que j'ai quand j'interroge les politiques français, l'Élysée notamment, c'est qu'en réalité, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui se passe en Algérie. Et le communiqué suite à ce coup de fil entre le président français et le président algérien en est un signe supplémentaire. Ce communiqué ne sert ni Abdelmadjid Tebboune, ni Emmanuel Macron, ni le peuple algérien. Quand le président français explique vouloir aider Abdelmadjid Tebboune dans sa transition démocratique, c'est
extrêmement mal pris en Algérie. Et ce n'est pas lui rendre service non plus parce que lui n'a pas envie d'être perçu comme le candidat ou comme le président de l'ingérence étrangère. Ce n'est pas non plus une bonne chose pour la France parce que le rejet anti-français que l'on a vu pendant les manifestations où on a vu des slogans anti-français, anti-Total notamment, l'entreprise absolument reste extrêmement présent. Donc en réalité aujourd'hui, tout ce qui peut être produit en France sur la relation franco-algérienne passe extrêmement mal, et j'en prends un exemple corollaire, le rapport Benjamin Stora par exemple, en évoquant d'un côté le rapport Benjamin Stora et de l'autre la volonté de contrôler ou de lancer des enquêtes sur la recherche post-coloniale, ça brouille totalement le message dans la relation franco-algérienne aussi. Merci à tous les deux, merci d'avoir participé à ce débat, c'était très éclairant.